Ah oui, ça c'est devant la librairie. Mon père disait, moi, je veux absolument mettre la plus grande distance possible entre la misère et mes enfants. Pour lui, ça voulait dire tout simplement, cette librairie, ça va permettre à mes enfants d'acquérir le savoir. Mon père était porté par le désir de montrer qu'on pouvait y arriver, que ce n'était pas une malédiction, comme on disait à l'époque, nègre ni malédiction. Il disait, ce très fort désir de conjurer cette prédiction, quoi, que jamais un nègre ferait jamais rien de bon. Voilà, il y avait plusieurs tigres dans son moteur, en fait. Hubert Jazor a vécu 1000 vies, mais c'est la vie de libraire qu'il a épousée. Il est devenu le libraire le plus connu de Pointe-à-Pitre. Il s'est battu pour donner à tous, en Guadeloupe, l'envie de lire. Un amour des livres transmis dès son plus jeune âge par son père instituteur. Plus tard, au lycée Carnot, les livres ont pris une importance encore plus grande. Parce qu'avec le livre, on s'en sort toujours, pensait Hubert Jazor. Le lycée Carnot était une usine à former les élites. Donc, c'était vraiment pratiquement la première génération qui allait se confronter aux sciences, enfin, à l'univers réservé jusque-là aux Blancs. Mais mon père va louper son bac. Il va rater son bac à un demi-point. Il a dit, OK, j'ai payé le bac, mais je vais être plus qu'un professeur. Je vais produire des bacheliers. Voilà. Moi, je ne l'ai pas eu, mais je vais vous en produire à l'appel. À partir de ce moment-là, il se lance dans la vie. Mon père va être commis aux écritures à l'usine d'Arboussier. Il va vendre du charbon. Il était motivé, ce qu'on appelle motivé. Il y avait un vrai moteur en route qui était, à mon avis, alimenté par une revanche à prendre. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé. La guerre se termine, et il est marié entre-temps, il a des enfants, et il part à Paris, en fait. Mon père va accompagner ma mère en congé administratif. Ma mère étant institutrice publique avait droit à des congés administratifs tous les 4 ans. Donc il part avec sa famille. Il a déjà bien 4 enfants qui sont nés. Et il se retrouve à Paris pendant au moins 2 ans. Lui vient l'idée que on pourrait proposer à Fauchon, donc la maison de luxe que l'on connaît, des fruits dits exotiques. Monsieur Fauchon, il n'y a pas d'ananas, il n'y a pas tout ça. Pourquoi le Français d'Hexagone, il ne mangerait pas lui aussi des ananas, des mangues? On en a plein chez nous. Ah bon? Ouais, pourquoi pas? Je vous organise ça. Et donc, cette rencontre, ces échanges commerciaux avec Fauchon vont lui permettre de faire vivre sa famille à Paris. Il va se retrouver dans un climat culturel. C'est le moment des congrès panafricains qui vont se produire à Paris sous la houlette de présence africaine, Monsieur et Madame Diop. C'est le quartier général de personnalités comme Aimé Césaire, Édouard Glissant. Et il rencontre tout ce monde-là. C'est toute l'Afrique noire qui est en pleine situation de décolonisation. Mon père découvre les premiers balbutiements de la littérature nègre. Et
il a dit « Ah ben tiens, voilà, quelque chose qui me ressemble, quoi. » Mais je dis « J'ai quelque chose à voir avec ça et je vais le faire savoir. » Ce qu'il a pu voir à Paris a nourri ses projets. Il va donc faire à son retour de Paris, de la rue Barbès, la librairie Universo qui va après devenir la librairie générale dans les années 60. Mon père et ma mère font la révolution à leur façon. C'est un couple uni dans un projet commun. Rien que la conscience nègre pouvait être considérée comme un délit. Et mon père avait cette conscience nègre. On n'oublie pas qu'il est de Saint-Martin et qu'il a ce côté un peu afro-américain aussi en lui. Il se sentait investi d'une mission qui serait comment faire en sorte que les cerveaux guadeloupéens reçoivent la nourriture nécessaire pour que ce pays puisse décoller. C'était vraiment l'une de ses préoccupations. Il y avait une période de l'année, généralement la rentrée scolaire, où on entendait mon père dire « Max, Francis et Régine, tout le monde en bas ». Alors, on entendait clac, 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 puisqu'il y avait 3 étages, clac, 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 et tout le monde, nous étions tous à la librairie. Il y avait une technique, il fallait mettre les livres comme ça, jusqu'au sous le menton, et transporter les piles de livres avec toutes les dispositions pour ne pas les faire tomber. J'avais l'impression que mon père courait toujours, enfin, avec quelque chose derrière lui, qu'il ne fallait pas qu'il loupe quelque chose. Donc, à la maison, c'était vraiment l'homme urgence, mais qui savait, à des moments assez inattendus, prendre sa femme dans ses bras et puis esquisser quelques pas de danse en chantant. Kouloukoutou, kouloukoutou, koutou, kouloukoutou. Et voilà, il danse. Je lisais tout. Je lisais la librairie, quoi. Pour moi, la librairie était à lire. Donc, il fallait tout lire. J'ai attaqué le Kama Sutra. C'était son tour, il était dans l'étagère, donc je revois le grand livre, là, le Kama Sutra, et j'ai commencé à lire le Kama Sutra. Alors, j'ai pas eu le temps d'en lire beaucoup, parce que j'ai pas le souvenir, mais mon père m'a gentiment enlevé des mains. Ben, sans me démonter, j'ai pris celui d'après. Celui d'après, c'était Colette. Je ne crois pas qu'à partir du moment où ma mère et lui ont commencé à faire leur vie et leur chemin ensemble, qu'il ait pris de grandes décisions sans avoir consulté ma mère. Elle était féministe. Par exemple, à la librairie, pour elle, il fallait que toutes les Guadeloupéennes aient lu Le Deuxième Sexe. Donc, elle prenait un tome 1 qu'elle mettait dans le rayon couture. Et quand je lui demandais, mais pourquoi tu mets dans le rayon couture? Parce que c'est pas le rayon pour les livres de poche, Folio, Simone de Beauvoir. Est-ce que tu t'es trompée sans doute? Et elle disait non, parce que en couture, le rayon couture, il y a sans doute des femmes qui vont venir. Et en passant, eh bien, elles vont voir Le Deuxième Sexe. Et avec un titre comme ça, peut-être qu'elles vont s'y intéresser. Et en lisant, elles vont découvrir ce qu'elles vont découvrir, ou alors en faisant lire. Et le message de Simone de Beauvoir va pouvoir circuler de cette façon-là. Et mon père a complété ce côté sanctuaire du livre scolaire avec ce qu'il appelait le livre sur le tiers-monde. Ça allait des Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Aimé Césaire, Le cahier d'un retour au pays natal, Nègre et malgache de Senghor. Et d'ailleurs, les livres de Fanon qu'il met en distribution dans sa caverne d'Ali Baba, là, sont tout simplement interdits à l'époque, en France. Interdits. C'est la guerre d'Algérie, etc. Interdits.
Mon père avait toute cette activité au nez et à la barbe des renseignements généraux. Lors d'une descente pour saisir des livres, mon père me met assis sur une boîte. Et il dit aux gars, allez, faites votre travail, bourreau, fais ton office. Donc les gars, ils fouillent partout et ils repartent les mêmes bredouilles, ils n'ont pas trouvé. Ils n'avaient pas eu l'idée de soulever le petit garçon qui était assis sur la boîte. Moi, j'y étais absolument pour rien. D'ailleurs, je n'avais absolument pas eu conscience d'avoir héroïquement sauvé les livres de Fanon. Donc la pensée de Fanon me doit quelque chose. Mon père considérait que le savoir, d'une manière générale, c'était une arme à brandir contre l'adversité, quelle qu'elle soit. Lors des événements de mai 1967, mon père va se trouver dans une situation quand même d'injustice, sauf que là, l'injustice, ça va être un marin blanc, un petit Français qui sortait d'un bateau et qui s'est retrouvé sur la place de la Victoire et qui allait pratiquement être lynché par la foule en colère. Et donc, mon père a fait comprendre que ce n'était pas à lui qu'il fallait s'en prendre. Donc, il prend le gars, il dit, bon, OK, ça va, il le prend sous son aile et il le ramène vers le bateau. Et là, on lui tire dessus, enfin, les forces de l'ordre lui tirent dessus, le prenant pour l'agresseur. Et là, blessé, c'est le marin qui, cette fois-ci, le sauve en disant, non, ne tirez pas, c'est mon sauveur, il appelle mon sauveur. Et puis, donc on l'amène à l'hôpital, on le soigne, il a un gros pansement et en redescendant, il retombe sur une patrouille et là, il se fait vraiment tabasser, mais à mort, quoi. Ça n'enlève absolument rien à sa détermination à défendre la justice, ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que quelqu'un s'exprime, dit ce qu'il a à dire et qu'il n'a pas à subir, ni être tué, ni être torturé parce qu'il pense ceci ou qu'il pense cela. L'engagement d'Hubert Jazor se poursuit encore aujourd'hui. Régine a créé une maison d'édition et Max a repris la librairie. Enfin, j'ai pris la suite, j'ai pris le flambeau qu'il tendait. Voilà. Je me rappelle que sa joie était telle qu'il a fait le signe de la croix au moins 10 fois, quoi. Alors que je ne savais même pas qu'il avait une relation avec la religion. Mais il dit, merci, merci, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et vraiment, c'était une joie intense, quoi, une délivrance, en fait.